à Faites-moi lire. Je reçois maintenant Julia Thévenot dans le cadre de Jardin d'hiver au Champ Libre qui vient nous présenter son roman Millepertuis. C'est un roman de formation qui aborde la question du corps féminin et de l'adolescence, mais par un biais fantasy, un biais fantaisiste, un biais de fantasy, c'est celui de la magie, et une magie féminine, voire féministe. Premier tome d'un diptyque, le récit de Millepertuis est bourré d'inventions et particulièrement bien construit et particulièrement bien déroulé. Cette histoire de sorcière renouvelle le genre, bien loin du grand frère Harry Potter, ou plutôt, à mon humble avis, il se réancre dans les pratiques de magie comme on pouvait les concevoir naguère. C'est avec une certaine crainte, admirative certes, que je reçois son auteur, la jeune sorcière Julia Thévenot. Bonjour Julia. Bonjour, enchantée. Millepertuis, c'est trois sorcières, c'est trois sœurs, une mère, des tantes et beaucoup de sorcières, c'est ça? Oui, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, hein? Beaucoup de femmes, et en fait, que des femmes. Ouais, que des femmes. C'est d'ailleurs l'un des nœuds du roman. Oui. Où sont les garçons? Que leur est-il arrivé? Et on va en découvrir un peu à peu, vers la moitié du roman. Mais commençons par le début. Donc, en fait, on embarque dans la narration d'Horty, c'est ça? Parce qu'il y a trois sœurs. Vous pouvez nous les présenter? Alors, il y a Horty, qui est l'enfant du milieu d'une sororie de trois. Épine, qui est l'aînée pain-bêche, bêcheuse, un peu agaçante parce que beaucoup trop parfaite. Horty, qui est celle du milieu, un peu laissée à elle-même, parce que la plus jeune a tendance, avec son aînée, à attirer toute l'attention de leur mère. Et la plus jeune a une façon bien particulière de le faire, c'est qu'elle développe un talent d'ogresse, elle avale tout ce qu'il y a à la maison, le détergent, les animaux de compagnie. L'eau de Javel, voilà. Les pastilles. C'est ça. Une gamine qui est à surveiller. Donc. Et par corollaire, Horty, l'enfant du milieu, qui est plutôt rêveuse et qui occupe très bien son propre ennui, a tendance à être laissée à elle-même, et étant laissée à elle-même, va faire des bêtises. Elle va surtout faire une grosse bêtise, grosse bêtise. Elle va commettre un impair assez notable. Alors je crois qu'il faut parler quand même du Nord. Qu'est-ce que c'est que le Nord? Alors, elle va, en fait, Horty, donner son or comme le point cardinal, et chaque sorcière a un or. Les communs, nous autres, n'en avons pas. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de magie, car notre nord, en quelque sorte, est éparpillé à l'intérieur de nous. Mais le nord des sorcières, c'est la boussole qui les guide. Une concentration d'énergie. Qui oriente leur destin magique, qui est accroché à leur nombril. Où avez-vous trouvé cette idée de nord? Parce qu'en vous lisant, j'ai pensé à deux choses. Dites-moi. Alors j'ai pensé déjà à la glande pinéale, qu'on a notamment chez Descartes. Jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de penseurs qui pensaient qu'il y avait un point qui se trouvait là, qui faisait le lien entre le physique et le psychisme. Alors non, j'avais pas ça, mais... Et nord, autrement, chez les soufis, les Perses et les Arabes. Et le nord, c'est comme vous le faites sur votre pentacle là, c'est le jet de lumière, le jet de feu. Alors non, c'est... Bon, voilà, vous avez dû remarquer... mon goût pour la magie corporelle, la magie très très incarnée. Et je trouvais ça se traduit par plein de détails, savoureux de redonner un coup à la magie. Parce que la magie anciennement, et vous l'avez dit en introduction, elle avait un coût. Ce n'est pas gratuit, ce ne sont pas des petits sortilèges latins très propres. La magie, elle avait un coût symbolique et un coût physique. On prenait quelque chose à la terre, on prenait quelque chose à son corps, que ce soit des ongles, un organe, son premier-né. La magie ancienne, elle est effrayante et puissante parce qu'elle a un coût. Et donc, pour qu'elle ait un coût, je voulais la réincarner dans ces personnages. Et donc, le risque de la perdre, c'est perdre une partie de soi. C'est le nombril, parce que le nombril, je trouve ça fascinant et rigolo comme partie du corps. C'est le centre du monde et le centre de l'individu. Exactement, c'est le centre du monde, c'est la naissance, c'est... un truc rigolo aussi dans l'enfance, et comme il y a un regard d'enfance très important dans Millepertuis, celui d'Horty, le nombril c'est rigolo. C'est quelque chose qu'on déboutonne, comme chez Pagnol, on peut s'ouvrir par le nombril. Donc c'est vraiment une idée, une image plutôt que vous êtes, il n'y a pas une inspiration très... Parce que j'avais pensé aussi à Northern Light, dans le royaume du Nord. Oui, bien sûr. À la croisée des mondes. Énormément d'influence de Pullman, en vérité. Ça se ressent par plein de petits détails. Moi, j'aime beaucoup Pullman, et beaucoup plus, d'ailleurs, personnellement, qu'Harry Potter. Je trouve que c'est un cran au-dessus, peu importe. Donc, elle confie son or à
un amour de jeunesse, en quelque sorte. Son amoureux de maternelle. Son amoureux, c'est ça. Qui est son meilleur copain, donc voilà. Ouais. Elle lui confie son or, elle se dit que c'est la personne que j'aime le plus au monde. Il sera en sécurité dans ce petit garçon. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle va bien comprendre que quand on perd son or, on perd sa boussole. Exactement. Donc il faut qu'elle la récupère. Une sorcière qui tombe amoureuse perd le nord, comme dit sa tante Viviane, une sorcière papier des hannetons qui a ses propres traumatismes à régler, le devine-t-on. On a l'impression que toutes les mères, toutes les sorcières, les tantes, les mères, tout le monde est quand même rempli de traumatismes. Leur société et même leurs interdits, leurs puissances sont construites, malgré elles, sur des traumatismes. On le devine et on le voit de plus en plus précisément à mesure qu'on avance. Et Horty va commencer à cheminer à l'intérieur aussi bien de la nécessaire récupération de son or qu'à travers les traumatismes de chacun, finalement, qui mettent des barrières. Mais vous avez tout à fait raison de parler de roman de formation dès le début, parce que c'est une petite fille qui grandit. Et elle grandit d'abord dans un tout petit monde qui est le sien, qui est son monde imaginaire, son monde d'enfant, qui est la cour d'école et le foyer familial. Et quand elle est adolescente, elle sort de la maison, elle sort de l'école, elle fugue et elle découvre un peu plus le monde. Et quand elle est encore plus grande, elle quitte la ville, elle explore le monde à l'échelle nationale. Vraiment, son univers s'étend jusqu'à s'étendre au-delà des frontières du réel connu et basculer dans une pleine fantaisie à la toute fin. C'est un roman de formation aussi parce qu'elle grandit, comme vous l'avez dit, dans un corps de fille, un corps de sorcière. Et elle découvre ses pouvoirs tout en découvrant sa féminité. On va revenir sur la question de la féminité et d'ailleurs de la magie corporelle. Donc, comme vous l'avez déjà un petit peu souligné, c'est un monde de femmes. Il y a évidemment des hommes, mais qui servent de géniteurs reproducteurs, ou bien de familiers, c'est-à-dire une forme d'homme domestique, pour ne pas parler d'animal domestique. Bon, ça, ce sont les problèmes relationnels de la mère. Elles ne sont pas toutes comme ça, les sorcières. D'accord, tous les familiers ne sont pas comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous recréez une forme de parentèle, de structure de la parentalité, qui est reformulée autour des femmes. Oui, et qui est problématique par certains aspects. Enfin, il y a plein de problèmes dans la relation des sorcières aux hommes, qui sont historiques, mais qui sont interpersonnels aussi. Et Horty, de son regard d'enfant, voit ou ne voit pas, mais nous donne des éléments qui nous permettent de nous interroger sur le bien fondé de certaines règles. Le fait qu'il n'y ait pas de garçons, la façon dont sont traités les garçons, la façon dont sont traités les familiers. Horty elle-même est horrifiée par le fait que sa mère transforme ses amoureux quand elle en est lasse en chats. Parce que c'est bien plus agréable de gratouiller son familier sur la tête plutôt que de l'entendre pérorer si on en est lasse. Et puis il n'y a plus de construction de couple. Exactement. Et donc, les sorcières qui se conduisent comme elles se conduisent en réaction, par effroi, par traumatisme, à d'autres systèmes de domination, créent des nouveaux systèmes pas terribles. C'est ce qu'on ressent, voilà. C'est-à-dire qu'on sent même qu'il y a un système qui chapeaute la domination, qui est le consulat. Oui, qui est à confronter. Pour revenir sur la question de la place des hommes, mais non des sorciers, elles ne seraient pas passées à côté, page 294. Les hommes étaient des hommes, c'est tout, des communs ou des familiers, très très ponctuellement. Elle en avait vaguement entendu parler lors d'un court assommant. Ils pouvaient devenir des alliés. On les formait, on les plaçait à des postes de maire ou au département, à des fonctions bidons, toujours mystérieusement renouvelées dans les budgets, mais des sorciers, ça n'existait pas, dans aucune famille, sur aucune branche, sous aucune loi. Vendry était une anomalie. C'est qui ce Vendry? Vendry, c'est un garçon qui apparaît de nulle part au milieu du roman, alors que jusqu'ici, on n'a vu aucun sorcier garçon. Et Vendry, il est persuadé qu'il est sorcier, tout simplement parce qu'il a grandi avec Harry Potter et avec d'autres histoires de magie, mais particulièrement celle-ci. Et donc, comme il a découvert qu'il avait des pouvoirs, qu'il a expérimenté par lui-même chez lui depuis son enfance, il attend désespérément, le jour de ses 11 ans, la lettre qu'il acceptera à Poudlard. Évidemment, on n'est pas dans Harry Potter. Du coup, la lettre n'arrive pas. Drame, frustration et colère montent dans Vendry, qui va essayer de trouver sa place dans le véritable monde des sorciers,
qu'il recherche. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer les autres personnages. Il va rencontrer Horty. Pour dire ce qui leur est commun, c'est notamment la capacité du corps à se régénérer extrêmement vite en cas de blessure. Par exemple. Oui. Donc, par exemple, Wandry n'est jamais malade. Donc, arrive en effet un jeune homme qui, lui, est doté de pouvoirs de sorcier, mais notons-le, qui n'a pas de structure de parentèle non plus classique, parce qu'il est élevé par deux mères. Deux femmes. Ce qui nous laisse deviner que il n'est pas... par ailleurs, il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Oui, il est d'origine vietnamienne, c'est ça? Cambodgienne. Cambodgienne, pardon. De ces deux mères. Et du coup, on devine qu'il est arrivé là par adoption. Et que potentiellement il vient d'une mère sorcière, mais ça on ne le sait pas exactement. Je pense que ce sera au cœur du deuxième tome, non? Des réponses seront données. Des réponses seront données. Alors, c'est extraordinaire parce que Horty tombe pas amoureux, mais quand même, elle est fascinée. Elle est fascinée. Hein, il est rudement étonnant, si pointilleux, si pointilleusement rêveur. Elle se dit qu'il y avait en lui plusieurs couches très serrées, superposées. C'était un garçon à déployer, à déplier, rien à voir avec ce qu'elle avait aimé par le passé, des garçons tendres qui ne cachaient rien dans leurs manches, car il faut dire que le propre de la société sorcière, c'est d'avoir une sexualité assez libre, voire... Oui, alors, en fait, comme elles tirent leur pouvoir de leur corps, elles sont bien obligées, par définition, de bien connaître leur corps. Et pour bien connaître son corps, il faut l'explorer. Pour l'explorer, on apprend à l'aimer. Et on apprend à lui faire du bien, on apprend à lui faire du mal, on apprend à comprendre comment il fonctionne. C'est vraiment l'un des propos du récit, d'apprendre à grandir dans son corps et dans un corps de femme. Et on est au cœur du sujet là. Pour la magie à un coup, dites-vous, elle est physique, organique et un petit peu dégoûtante. Dans cet univers, les sorcières utilisent leur propre corps, fluide corporel, sang, les règles, les larmes, la salive, comme étant des exhausteurs de vie en quelque sorte. On a l'impression que ça permet la réalisation d'accomplir des rituels, mais plus c'est le lieu même où se cache l'essence même de la magie, c'est là. Oui, c'est ça. Quand Horty se perd, quand elle est gamine, elle part en fugue. Elle appelle sa tante au téléphone qui dit « Oh, mouche-toi dans un miroir, j'arrive ». Horty jette sa mort et l'étale sur un miroir, ce qui rend le miroir magique et permet à sa tante de passer par le miroir pour la rejoindre. On referme ses blessures avec un petit trait de salive. Et l'ingrédient corporel le plus puissant est le sang des règles. Le sang d'abord, et parce que le sang des règles est si rare, et que la magie vient du corps, le sang des règles est le plus puissant dans cet univers. Donc oui, c'est dégoûtant, mais j'avais très envie, et c'était vraiment un défi que je me suis lancé, de rendre à la magie son aspect bizarre, dérangeant et un peu effrayant, qu'on a tendance à mettre de côté dans les derniers univers magique, notamment en littérature jeunesse. Tout à fait. Notamment depuis Harry Potter, parce que tout ça est devenu tellement familier. C'est une magie enseignée dans des livres, avec des baguettes, avec des petits sorts donc, en latin soigneusement articulés. C'est une magie de bêcheur. C'est une magie scolaire. Une magie propre. Une magie propre. Une magie propre. Mais la magie, c'est pas propre. La magie, le propre de la magie, initialement, c'est quelque chose qui se situe dans les marges, c'est quelque chose qui se situe dans l'interdit, au fond des bois, à l'orée des endroits peu recommandables, exercés par des gens qu'on a rejetés de la société, souvent des femmes qui étaient, pour X raisons problématiques, mais notamment parce qu'elles créaient des petites potions qui leur donnaient un pouvoir que n'avait pas celui du médecin, de la religion, etc. Bref, la magie, c'était en dehors de la normalité, c'était un peu interdit, un peu effrayant et un peu dégoûtant. Oui, alors ce que j'apprécie beaucoup, et c'est pour ça que je disais en introduction qu'il me semble que vous recollez en fait avec l'histoire réelle de la magie, parce que quand vous prenez les rituels magiques qu'on a par exemple dans l'Antiquité, romaine notamment, mais bien plus tard, la présence du sang et des règles du sacrifice. Et du sacrifice et du sperme est centrale. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que la magie, la magia, ayant pour objectif la captation de fluides, la meilleure manière de capter des fluides, c'est à l'aide de fluides. C'est ça, hein? Oui, oui. Ouais. C'est vraiment la démarche que j'ai entreprise, de reconnecter cette histoire de magie ancienne
à quelque chose de très moderne, de me le réapproprier en quelque sorte. Parce que, comme tout roman de magie qui s'écrit depuis 25 ans, ce roman est une réponse à Harry Potter en quelque sorte. On peut pas le nier. Qui est largement... qui est notre référentiel générationnel sûr, et qui est très assumé et que j'adore par ailleurs, moi j'ai grandi avec, c'est quelque chose que je ne pourrais pas renier. Mais Harry Potter, on en a soupé de le copier. Et je trouve qu'il est intéressant d'y répondre autrement à présent et de réinventer la magie parce que ça ne s'arrête pas à Harry Potter en fait. C'est un imaginaire commun très familier qu'on a à présent. Mais justement, c'est devenu tellement familier qu'on n'imagine plus les sorcières autrement. C'est dommage. C'est dommage. Vous avez une deuxième magie dedans et qui est tout aussi, à mon avis, importante, que j'appellerais une magie stylistique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité et la durée du sort dépend de la qualité inventive et stylistique de la phrase prononcée. Oui. Et ça, c'est super. Ah non, mais ça, c'est vachement bien. Et tout le monde n'a pas le même talent à cet égard. Horty on voit bien. est un peu doué. Et un peu doué. Et Vendredi n'est pas très à l'aise. Il a besoin de se chauffer aussi. Il arrive un peu tard sur le marché du sorcier aussi. Hein. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est une excellente idée parce que vous faites, d'un côté, vous réancrez. J'ai pensé à l'histoire, au traité de magie pratique de Papus, qui est assez, vous êtes assez dans les clous, et en même temps vous le mettez hors du corps, hors de toute chose, en disant oui, c'est aussi un fluide de la formulation stylistique, de l'inventivité, de l'intelligence créatrice. Et ça, les deux couplets, je trouve que c'est extraordinaire. Félicitations. Alors j'en arrive à une question un peu particulière. C'est trash et gore. Ça, c'est la définition de mon éditrice. Par instant et par moment. Je trouve trash et gore pas forcément la meilleure manière de caractériser ce que vous faites. Il y a des moments, en effet, où il y a une monstration du corps qui est très crue, mais sans être obscène. Qui est sincère, en fait. Voilà, elle n'est pas obscène, elle est sincère. C'est ça, quand vous diriez ça, qu'elle est sincère? Oui, je dirais qu'elle est candide même, en fait. Parce que j'adopte presque dans tout le tome, même si à la fin elle a pas mal grandi, le point de vue de mon héroïne Horty, qui au début est petite fille. Dans toute la première partie, elle a entre 5 et 10 ans. Et après, elle est adolescente. Et aussi parce que moi, j'ai pas de gêne aux entournures à l'égard du corps. Je ne voyais pas du tout toutes ces scènes comme trash. Je les voyais comme rigolotes, principalement. Parce que je trouve extrêmement rigolo, comme dans des documentaires animaliers, quand un lion ouvre une antilope en deux et déroule des kilomètres d'intestin, il a l'air de trouver ça très rigolo, comme une pelote, en fait. Et c'est rigolo, le corps, en fait. On a des kilomètres d'intestin à l'intérieur de notre intestin. C'est formidable. C'est vraiment très marrant. Ouais. Et si on imagine des sorciers et des sorcières qui ne ressentent pas la douleur, évidemment qu'on a envie de prendre un scalpel, d'ouvrir et de jouer avec. Ouais. Ce que fait Horty. Et donc, moi, mon approche du corps, je la vois vraiment plutôt comme joueuse et candide. Après, elle grandit, donc elle n'est plus simplement joueuse, mais ça reste candide, candide au sens innocent, en fait. Il y a des scènes de sensualité et une scène où elle... que je ne vais pas dire. C'est la véglandrie. Voilà, ouais. Exactement. Elle est particulière. Elle est spéciale, ouais, elle est dérangeante. Ouais. En fait, c'est un peu dérangeant parce que c'est un angle qu'on n'a pas l'habitude de prendre, d'adopter, quand on joue avec ses organes. On peut dire sans préciser quand même qu'elle met la main, elle, dans elle joue avec ses organes sexuels. Du garçon, mais d'une façon pas sexuelle, en fait. D'une façon pas sexuelle, jusqu'à la prostate. Ils sont en train de faire un exercice de magie. Ouais. Et ça ne les gêne pas, ni l'un ni l'autre, globalement. Mais c'est particulier. Voilà. J'en arrive à une question qui me turlupine. Vous montrez des intestins que vous déroulez, vous montrez des prostates, des testicules, on voit des jeunes sorcières qui ont forcément des réactions gastriques après avoir mangé et avalé des pastilles de lave-vaisselle, etc., etc. Julia Thévenot, j'ai noté une chose un peu étonnante de votre roman, c'est l'absence d'odeur. Ah oui, peut-être. Eh bien, on a tous notre sensibilité descriptive d'auteur qui s'accroche à certains sens. Et c'est vrai que moi, j'adore le sens du toucher. Et on le voit beaucoup. Et j'ai peut-être pas été très attentive
au sens de l'odorat. J'irai plus loin. C'est pas que vous n'êtes pas attentif. Vous l'avez pas fait exprès. Ah non, c'est pas exprès du tout. Parce que même, vous voyez, le millepertuis, quand vous le cerf mange, etc., vous ne parlez jamais d'odeur. Alors le millepertuis, par exemple, a une odeur un petit peu d'orange, de mangue, etc. Vous ne parlez jamais d'odeur. Il y a 400 pages. Eh ben, c'est drôle. C'est des moments super où tout est ouvert avec ça. Il n'y a jamais d'odeur. L'odorat est souvent le dernier des sens utilisé dans le roman traditionnellement, mais il y a toujours quand même. Et vous, jamais. Alors, je me suis posé la question parce que c'est quand même très étonnant que vous exposiez d'une manière si naïve et candide et crue l'intérieur, etc., en chassant toute odeur. Et je vais vous dire, je vous pose une question, qui n'est pas une théorie, je pose la question. Est-ce que vous ne faites pas ça pour avoir un trash hygiénique, un gore propre, pour ne pas choquer votre lectorat, majoritairement de jeunes filles qui ont 15, 16, 17, 18 ans, qui peuvent accepter, comme dans les réseaux sociaux, comme dans les films, accepter de l'image qui décrit un intestin, etc., mais pas les odeurs. Je pense que c'est une question. Ça ferait trop. Alors, ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été pensé. C'est bien possible. Mais ce qui a été pensé, c'est que je ne voulais pas, en fait, que ce soit trash. Et la définition de mon éditrice dans le résumé, trash et douillet, je la comprends parce qu'elle se retrouve dans la bouche de la plupart des lecteurs. Effectivement, c'est un peu trash tout en étant rigolo. C'est un peu gore tout en étant tendre. Moi, c'est cette tension qui m'intéresse et qui est savoureuse, je trouve. Et si je m'amusais à mettre l'accent sur certaines sensations corporelles sur certaines scènes, ça ferait trop. Ça ferait trop et on basculerait dans le pleinement trash et plus rigolo, pleinement gore. C'est tout à fait ce que je me suis dit. Et plus douillet. Ça ferait trop. C'est une intelligence de votre part de vous dire si je rajoute une dimension notamment de l'odorat, ça va faire trop et on perd l'équilibre. Ça va faire trop, mais ce n'est pas conscient. Ce qui est conscient, c'est d'avoir fait un choix du charnel. Et à partir du moment où j'avais ce choix, qui est vraiment continu dans tout le roman, hein, tout l'aspect, la matérialité, le côté temps mouillé, gluant, de plein de choses, qui n'est pas dérangeant si on ne dit que ça, mais si on ajoute d'autres éléments de sensorialité, ça ferait tout. Ah non, mais c'est exactement ça. Et moi, au début, je me suis dit que c'était une stratégie de votre part et que j'ai trouvé excellente. Mais non, mais je me suis dit, on reprend le même texte, on rajoute 10 adjectifs relatifs à l'odorat, le texte devient gore. Bah oui, ça devient insupportable en fait. Et puis surtout, ça devient provoquant. Et moi, ça n'avait pas du tout une intention provocatrice. Excellente stratégie narrative, une autre. J'ai remarqué dès le début que vous faisiez un petit truc, qui est une technique, mais qui est très bonne. Vous faites des commentaires des pensées. On voit Horthy qui commente sa propre pensée pour répondre aux interrogations du lecteur. Et donc ça permet, c'est un procédé narratif et diégétique qu'on croise de temps en temps, mais qui permet au lecteur de très vite adhérer à ce que dit Horthy. Et ça, c'est bien joué aussi. Et vous parlez, quand vous dites ça, vous parlez de la tension qu'il y a entre son regard adolescente et enfant. Oui, c'est ça. Cette partie-là, elle est bien parce que vous accompagnez le lecteur immédiatement et donc ça le saisit et ça lui permet d'adhérer. Et ça, c'est vraiment super. Deux questions pour finir. La question fondamentale à tous les âges, mais surtout à l'adolescence, c'est la découverte de soi. Un âge où le rapport au monde est souvent un peu conflictuel, voire on est en rébellion. Est-ce que ancrer votre histoire dans la magie n'est pas un chemin détourné pour inciter l'adolescente, je dis surtout l'adolescente, mais aussi l'adolescent qui vous lit, à tenter de reprendre le contrôle de son propre rapport au monde et le rapport aux adultes? Alors, plus que détourné, je trouve que c'est un chemin assez direct, parce que c'est ce qui se passe pour Horthy, qui est une gamine assez rêveuse, assez paumée, que le monde, que ce soit celui des sorcières ou encore plus celui des communs, le monde réaliste que nous connaissons, dépasse. Elle est dépassée tout le temps. Elle découvre les choses en retard, elle découvre les règles de sorcellerie en retard, et elle est tout le temps à la traîne, à la lutte pour trouver un sens au monde, un sens à sa vie et sa place dans celui-ci, dans le monde. Donc vraiment, je trouve qu'on peut, moi personnellement, qui suis un petit peu distraite également, s'accrocher à ce regard
pour s'attacher au personnage et le suivre dans son cheminement et grandir avec elle. Dernière question, on voit Vendry donc une exception, étant donné que c'est un garçon, que c'est un sorcier, on va comprendre qu'il y a peut-être un autre endroit où il y a des sorciers, que le monde actuel avec des sorcières, l'homme en est expulsé, mais pour autant ça ne fonctionne pas forcément très bien. On sent quand même qu'il y a des trucs qui ne vont pas très bien, et puis il faut dire qu'il y a toujours des problèmes, et parfois les solutions sont encore pires. Sont encore pires, et puis on sent que les tantes, elles sont parfois un peu flinguées. Il y en a même une qui se révèle pas être super bienveillante, on peut dire. Est-ce que, sans divulgacher, est-ce qu'on peut s'attendre à une réunion dialectique de deux mondes dans le deuxième tome? Alors, sans divulgacher, on va évidemment explorer cette question, la question des garçons, qui est un chapitre qui s'intitule comme ça dans le tome 1, la question des garçons. Quand Horty réalise que, mais enfin, mais personne ne m'a jamais parlé de la place des garçons et pourquoi il n'y en a pas. Et soudain, elle se rend compte que Vendry est un garçon. Et elle appelle sa mère et « Maman, la question des garçons, est-ce que toi, tu as eu des garçons en fait ?» Et elle est très gênée, sa maman. Elle est très gênée. Elle dit, faut pas en parler, non, c'est rien. Le tome 2 va évidemment explorer cette question-là. Julia Thévenot pour Millepertuis, un roman que j'ai beaucoup apprécié parce que son univers explore des réalités parallèles tout en interrogeant des questions psychologiques et sociétales fondamentales qui nous regardent tous. C'est très bien écrit. C'est plein d'inventions, d'idées saugrenues, mais qui fonctionnent bien. Je pense qu'on peut lire ça à partir de, je sais pas, 15-16 ans peut-être. Oui, 14-15. 14-15 ans. Et alors après, ça dépend des personnes. Moi, je suis un grand enfant et j'ai adoré. Merci à vous, à la semaine prochaine.